Bonjour Thierry Marx, Bonjour. merci beaucoup de nous recevoir dans votre tout nouveau restaurant au Nord, à Paris, qui est justement un restaurant qui se veut pour une gastronomie respectueuse de son impact social et environnemental, qui respecte à la fois les ressources naturelles et humaines. Donc ça nous intéresse tout particulièrement dans le cadre de ce dossier sur les pratiques sociales des chefs qui peuvent inspirer les managers dans d'autres domaines. Alors vous, qu'est-ce que vous avez mis comme action en termes de responsabilité sociale ici chez Honor et après plus généralement dans vos établissements? Alors globalement, j'avais travaillé avant Honor sur l'idée qu'on pouvait ramener des personnes qui étaient très éloignées de l'emploi dans un projet métier. Donc on avait créé des écoles d'inclusion qui existent toujours, il y en a 10 maintenant, et de permettre à des personnes qui étaient éloignées de l'emploi, voire très éloignées de l'emploi, et même en précarité, de revenir dans un projet métier pour revenir dans un emploi épanouissant. De ce fait, pendant 10 ans, j'ai réfléchi à d'autres moteurs économiques. Je me suis dit, j'ai fait le Marx de base finalement. Je me suis dit, le capitalisme est efficace, mais est-ce qu'il est juste? Et donc, comment le rendre plus juste? Je ne veux pas dire que je vais remplacer le capitalisme, mais je me suis dit peut-être qu'on peut réfléchir à d'autres mécanismes dans le monde de l'entreprise qui seraient un mécanisme de croissance d'entreprise. Je crois à la croissance d'une entreprise, mais pas forcément à la surperformance d'une entreprise. Et de dire la croissance, elle doit avoir un impact social et un impact environnemental. Et sur l'impact social, je mise sur la formation professionnelle et l'attractivité métier. Et 2, sur l'impact environnemental, j'ai sourcé un certain nombre de fournisseurs qui étaient comme moi dans une démarche à impact environnemental et impact social, qui viennent plutôt du monde agricole et comment on pouvait approvisionner ce type d'entreprise qui est de fait un restaurant, mais on pourrait l'imaginer pour d'autres secteurs d'activité. Et la mécanique s'est enclenchée comme ça. D'abord sur un traiteur qui s'appelle T-Traiteur, qui aujourd'hui a une croissance assez intéressante, et puis un restaurant gastronomique, parce que je considérais aussi que le luxe n'est pas une insulte à la misère, c'est plutôt une insulte à la médiocrité. Plus on va tirer vers le haut, plus on va savoir que l'argent du luxe peut avoir un impact social et un impact environnemental, ça pourrait éclairer un petit peu tout ce secteur d'activité qu'on appelle pompeusement le food and beverage et la gastronomie. Et donc on est dans les murs d'Honor. Vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi justement vous avez travaillé le cadre de travail pour vos employés et aussi la constitution des équipes, la motivation des équipes. Alors, et leurs horaires, etc. C'est très simple, la constitution des équipes, c'est 10% de personnel en inclusion, donc des gens qui sont bien souvent passés par nos écoles ou qui ont besoin à un moment donné d'un ramp-up pour aller vers un projet métier. Et donc, ils sont 10%, et tous les autres collaborateurs viennent plutôt du cadre d'entreprise, de l'ouvrier qualifié avec qui j'avais déjà travaillé, ou qui viennent d'un secteur de la gastronomie dite étoilée. Et donc, cet équilibre, 10% et 90% de gens qui viennent de la normalité un peu de nos entreprises, parce qu'ils étaient des ouvriers spécialisés, accompagne 10% de nos collaborateurs qui ont besoin d'une montée en compétences assez rapide dans l'entreprise et qui arrivaient des fois d'autres secteurs d'activité, voire qui avaient été très éloignés de l'emploi. Donc la mécanique était simple, et après la qualité de vie au travail, elle va passer par un management très inclusif qu'il faut introduire dans l'entreprise. On ne décide pas de faire de l'inclusion et se dire ça va forcément marcher. Non, ça nécessite qu'on ait 2 DRH. On a une DRH qui fait fonctionner l'entreprise, puis une DRH qui est plus spécialisée pour des personnes qui sont sur le retour à l'emploi. Ça, c'est quelque chose de très important dans l'économie dite sociale et solidaire, de permettre d'avoir un regard sur différents CV, finalement un petit peu différents, qui n'ont peut-être pas tous les codes, tous les bons diplômes, et quand même de leur permettre cette montée en compétences en entreprise. Donc il faut avoir un regard différent. Le rythme aussi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été très éloignées de l'emploi. On ne peut pas leur demander de dire ça va être 5 jours sur 7, de telle heure à telle heure. Non, il va peut-être falloir faire des mi-temps, des quarts-temps, et puis ramener ça. Et encore une fois, insister beaucoup sur ce qu'est le management inclusif. Et ça, avec mes cadres et avec les personnes dans toutes les entreprises que j'ai à piloter, nous avons étayé
un management beaucoup plus inclusif, avec des chaînes de commandement assez courtes pour permettre à des personnes de trouver leur équilibre dans l'entreprise et leur montée en compétences de façon rapide. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que nous ayons créé avec nos managers un système de management beaucoup plus inclusif. Sinon, eh bien, ce qui se passait, ce qu'on s'apercevait sur 10 ans, c'est qu'il y a des gens qui avaient fait nos écoles et puis qui ne progressaient pas dans l'entreprise au même rythme que les autres. Or que finalement, ils atteignaient les mêmes compétences. Parce que la collusion des élites, elle n'est pas que simplement au sommet de l'entreprise. Le chef pâtissier dit, bah, lui, il a fait la même école que moi, il a travaillé chez les mêmes employeurs que moi, je le reconnais. Lui, bah oui, il est bon, il fait le travail, mais je le connais moins. Donc, on va s'adresser à l'autre. Donc, on a là aussi travaillé sur cette capacité à être plus que de l'égalité, dans l'équité, sur l'analyse du travail qui est fait par chaque collaborateur et de ne pas considérer simplement le fait qu'il ait fait une grande école ou qu'il ait fait une école qui serait moins connue ou qui serait passée par ce schéma d'une école d'inclusion. Oui, c'est intéressant parce qu'on peut avoir aussi des figures connues, des grands chefs comme vous qui vont dire, ou des grands chefs d'entreprise d'autres secteurs qui vont dire je veux mettre en place ces principes. Ils les affirment haut et fort, mais derrière, il faut que dans les différentes sociétés, il y ait des relais, quoi, finalement, du management. Vous avez parfaitement raison dans ce que vous évoquez. On est tous bienveillants. On a tous envie d'avoir le Green Label. On a tous envie d'être le plus vertueux des vertueux. Sauf que dans la mécanique opérationnelle d'une entreprise, ce n'est pas aussi facile que ça. Ça veut dire qu'il faut préparer vos collaborateurs à être quoi? Simplement de dire, notre management, ça va être bienveillant avec les gens, dur avec les faits. Les faits sont les faits ne sont pas négociables. Vous n'êtes pas dans vos chiffres, vous n'êtes pas dans votre croissance, vous n'arrivez pas à payer vos fournisseurs. Il y a un sujet, il faut trouver la solution. Mais bienveillant avec les gens, quand vous avez une décision à trancher, rien ne vous impose d'être un bourreau. Donc, de considérer un petit peu ça comme, je dirais, la trajectoire de l'entreprise. Dur avec les faits, bienveillant avec les gens. Et là, le moteur assez normalement de l'inclusion va se mettre en place. Mais, encore une fois, il va falloir mettre en place un certain nombre de règles, parce que une entreprise a besoin de règles de fonctionnement pour s'épanouir, de règles pour qu'on puisse faire monter des gens en compétences dont on le croyait qu'ils n'auraient jamais cette compétence. Alors on avait coché la case RSE, on s'applaudissait dans tous les boards de l'entreprise, mais finalement ce RSE ne fonctionnait pas. On avait coché la case handicapé, la case inclusion sociale, etc., etc. Et puis si on avait une petite fondation, alors ça faisait encore le mieux. Le cadre dirigeant obtenait une médaille quelque part, mais ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, ce que je crois dans une entreprise, c'est de mettre en place ce moteur économique de la croissance en conscience, impact social, impact environnemental, et ce qui fait qu'on laisse beaucoup moins de gens sur le bord de la route et des gens qui des fois ne se croyaient pas éligibles à un emploi comme dans une de nos entreprises, eh bien, se sentent maintenant prêts. Mais ça nécessitait aussi de remettre tout le monde en verticalité. C'est-à-dire que souvent dans cette société, on se couche un peu pour rien. Bah, on m'a dit que j'étais pas bon, alors je ne suis pas bon. Je m'étale. Mon manager... Non, de remettre les gens en face aussi de leurs responsabilités, et surtout en face de leurs projets. Moi, j'ai qu'une mécanique quand je vois des jeunes gens qui rentrent ou des gens qui sont un peu moins jeunes, des fois dans l'entreprise. Petit 1, pourquoi tu veux travailler pour nous? Petit 2, tu te vois où dans 2 ans? Il faut garder ce moteur de l'ambition, de la formation, de cette montée en compétences. Sinon, bah évidemment, dans toutes les strates de l'entreprise, va arriver des seuils de frustration, donc des seuils de frottement, pour parler comme Clausewitz un peu, des seuils de frottement qui fait que bah, je ne suis pas assez payé, je suis une solution pour l'entreprise, mais cette solution allait évoluer, donc mon rôle n'est plus vraiment celui que j'ai attendu. Et ça, il faut le travailler. Donc, première des choses qu'on dit dans nos entreprises, c'est pas moi, votre employeur, qui protège votre emploi, c'est votre curiosité. C'est pas le cadre, c'est pas le supérieur hiérarchique, c'est pas la tête de l'entreprise qui fera votre avenir, c'est votre curiosité, votre envie de monter en compétence, d'avoir votre propre trajectoire. Et ça, il faut l'insuffler, le diffuser. Moi, j'appelle ça la stratégie du sachet de thé. On trempe dans l'eau chaude et on diffuse comme ça et on retire quand ça risque d'être amer. Mais ce management inclusif, il est absolument nécessaire. Sinon, bah, toutes nos actions, globalement, RSE tombent un petit peu à l'eau.
on a coché la case, mais ça n'a finalement aucun sens. Et ça passe par exemple par des recrutements de managers, d'ailleurs en interne, des promotions ou des recrutements externes, et ou de la formation aussi de ces managers très précisément. Tout à fait. Non, non, ça passe par vraiment une formation des managers. Et de les remettre, eux, des fois aussi en verticalité. D'arrêter avec des éléments de langage permanents qu'on a pu apprendre dans une école de commerce. Et j'ai rien contre les écoles de commerce ou les grandes écoles, mais parler de leadership à quelqu'un qui n'a pas une vision, c'est juste ridicule d'expliquer que manager, c'est pas une promotion, c'est vraiment l'exemple ne sera que la seule preuve de l'autorité. Sinon, votre titre de manager ne sert à rien. Et comment on va pouvoir trouver son rôle dans l'entreprise. Tout ça, ça fait qu'il faut travailler avec nos cadres pour leur dire attention, un management inclusif, c'est du quotidien, je n'ai pas de logiciel à vous proposer pour ça, on peut avoir nos mouvements d'humeur, on va décider que dans l'entreprise, il n'y aurait plus d'erreur. Évidemment, tout le monde vous dit mais il est fou ce type, c'est pas normal. S'il y a une erreur, il faut en faire l'analyse causale. Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment on a amélioré l'expérience client? Mais savoir qui a fait l'erreur, ce n'est pas tout de suite l'importance. Trouver des solutions plutôt que de chercher des coupables. Tout ça, c'est des managements inclusifs qui nous permettent aux gens de se libérer dans l'entreprise et de dire « je vais être heureux dans cette entreprise ». Ensuite, d'être capable de regarder la société dans laquelle on est. Pas par idéologie, le « c'était mieux dans le temps », c'est non. Aujourd'hui, quand vous interrogez des jeunes gens, ils vous disent « je n'aurai pas un rapport sacrificiel au travail ». Alors c'est incroyable qu'ils vous disent ça en demandant une planification de leur travail ou une replanification de leur travail, et en même temps ils sont capables de faire d'immenses heures supplémentaires s'ils deviennent militants dans l'entreprise parce qu'ils se considèrent que cette entreprise, elle est militante, elle a un impact social, elle a un impact environnemental. Vous voyez, à un moment donné, il va falloir aussi sortir des idéologies entre les organismes salariés et les organismes patronaux, dire arrêtons avec les idéologies, posons-nous autour d'une table et voyons quelle société nous souhaitons pour que nos entreprises continuent à faire leur croissance en ayant un impact social et un impact environnemental. Ce management inclusif permet aussi aux gens de projeter leur avenir professionnel, mais leur propre avenir, de se dire oui, je suis heureux dans mon travail, mais mon projet n'est pas forcément que dans le travail. Il est peut-être d'avoir un coin de jardin en France, une petite maison avec un chien, mais c'est un projet. De pouvoir remettre tous les gens en position de projet, donc à se projeter dans l'avenir et ne pas subir, comme on peut le subir pour certains, le présent. Et dans l'entreprise, ce que nous disons, c'est rentrez dans cette entreprise, soyez curieux, prenez ce qu'il y a à apprendre, mais à un moment donné, émancipez-vous aussi. Si vous devez vous émanciper, on ne vous en voudra pas. Et ce turnover, là, finalement, on finit par l'organiser. Part, revient, c'est pas grave, cette cuisine est ouverte, elle est faite pour s'enrichir, apprendre et surtout que les clients reviennent aussi, qu'ils soient heureux dans cette dynamique d'une entreprise qui est à économie sociale et solidaire, mais est-ce que l'économie sociale et solidaire n'est pas simplement une économie normale, une économie qui rediffuse, qui partage la valeur? Et dans ce partage de la valeur, nous finalement aujourd'hui, nous ne la subissons pas. C'est-à-dire qu'elle est partagée, mes collaborateurs, certains de mes collaborateurs ont une part importante économique dans l'entreprise, cette entreprise leur reviendra probablement, etc. Vous voyez, ça remet un petit peu cette dimension de se dire, je suis acteur de cette entreprise, je ne suis pas en tant que salarié, parce que je pense qu'aujourd'hui, le rôle d'un salarié, c'est plus suffisant. C'est-à-dire que les gens n'ont plus forcément envie d'être simplement salariés. Et justement, c'est pourquoi ici même chez Honor, vous avez décidé de ne pas ouvrir le week-end pour que vos salariés aient une vie privée de famille, de loisirs. Le rôle social que peut avoir une maman, un papa, d'être avec ses enfants le week-end, de partager des moments d'intimité avec eux, c'est des choses qui me paraissaient normales. De réfléchir comment on pouvait replanifier l'univers d'un travail. Encore une fois, si je ne pars que dans l'esprit que l'entreprise doit faire de la performance, ça va être très compliqué parce que c'est 2 jours qui va me manquer, peut-être qu'il va me manquer du chiffre d'affaires. Si je dis par exemple, je veux bien faire un petit peu moins de chiffre d'affaires, j'ai négocié avec ma banque pour que j'ai des paybacks moins agressifs que je pourrais les avoir si j'avais promis une rentabilité absolue. Et finalement, on repart dans des économies qui sont beaucoup plus
de croissance, encore une fois, je reviens sur croissance en conscience, à impact social et impact environnemental. Mais l'impact social de l'entreprise, il est aussi sur le fait qu'on a replanifié le travail de nos collaborateurs et de se dire, ben non, c'est normal, peut-être que vous devriez pouvoir entrer dans l'entreprise plus facilement, ressortir plus facilement, etc. Encore une fois, c'est la convention collective, un jour, sur laquelle il va falloir se poser avec les organismes salariés, comme avec les organismes patronaux. Mais pour ça, il faut sortir de l'idéologie et déranger des cercles.